On les a vus en Angleterre. Ce n'était pas une simple apparition d'OVNI. C'était un problème de sécurité nationale. Aux États-Unis, ainsi qu'en Belgique. Ils sont entrés dans l'espace aérien du pays. L'armée de l'air belge devait réagir. D'énormes vaisseaux triangulaires planent dans le ciel. Partout dans le monde, des milliers de personnes les ont aperçus. Mais les chercheurs ne savent pas de quoi il s'agit. Le mystère des ovnis triangulaires est une question de sécurité nationale. Il s'agit de gigantesques appareils qui se déplacent en toute impunité dans l'espace aérien. Personne ne sait vraiment ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, ni d'où ils viennent. Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI? Nous sommes le 31 mars 1990. Sur la base aérienne de Beauvechain en Belgique, 2 F-16 sont envoyés pour gérer une violation de l'espace aérien belge. Yves Melbergs, un pilote de chasse du 350e escadron, est envoyé pour s'occuper de l'intrus. Le centre d'opération nous a parlé d'un ovni qui survolait la Belgique. Avant de décoller, le capitaine Melbergs a été briefé sur l'appareil en question. On m'a dit que c'était un objet de forme triangulaire avec des lumières sur les bords et une sorte de dôme sur le dessus. Il se déplaçait très lentement et sans aucun bruit, mais il pouvait aussi accélérer d'un coup et dépasser la vitesse supersonique. J'ai reçu l'ordre d'intercepter et d'identifier cet objet. Voici le compte-rendu officiel de l'armée de l'air belge. On y trouve la chronologie exacte de la soirée. À 0h30, le F-16 de Melbergs a un contact radar avec l'appareil, à 20 000 marins de la base aérienne de Beauvechain. L'objectif se déplace à très grande vitesse, à 1370 km/h. On a aperçu l'objectif pour la première fois à environ 32 km. On a eu un contact radar, donc je pouvais le voir sur mon radar. Voici le véritable enregistrement du radar de l'avion du capitaine Melbergs. Le rectangle en haut de l'écran est l'objectif. Cela confirmait bien qu'un appareil survolait la zone à ce moment-là. C'était bien l'appareil qu'avait vu le centre d'opération. Les 2 pilotes de chasse approchent de leur cible. Ils vont bientôt découvrir que l'appareil en question est loin d'être un avion ordinaire. À chaque fois qu'on s'approchait de l'objectif, il disparaissait des écrans. Quel est donc l'appareil que le capitaine Melbergs suit sur son radar? Depuis 4 mois, de nombreuses histoires d'étranges objets volants ont été rapportées en Belgique. Des centaines de personnes affirment avoir vu d'étranges appareils triangulaires dans le ciel. Tout a commencé dans la petite ville de Eupen, à une dizaine de kilomètres de la frontière allemande. Le 29 novembre 1989, 2 agents de police en patrouille aperçoivent quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Ils ont vu des lumières vives au-dessus d'un champ. Et ces lumières étaient fixées à un appareil triangulaire, selon leur témoignage. David Marler, l'auteur et spécialiste d'ufologie, a étudié cet événement avec attention. L'objet planait sans bruit au-dessus du champ à côté duquel il s'est égaré. L'objet s'est ensuite déplacé lentement en direction de la ville. Les policiers étaient sidérés. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Les 2 agents de police ont décidé de suivre les lumières. Leslie Keane, auteur et journaliste d'investigation, a interrogé de nombreux témoins visuels de la scène. L'OVNI est arrivé au lac de la JDP. Ils l'ont observé pendant plus d'1 heure au-dessus du lac. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire.
L'appareil a fait sortir une boule de lumière rouge qui survolait le lac et puis la lumière est rentrée dans l'appareil. La boule rouge semblait se déplacer de façon autonome. C'est alors que les policiers ont vu arriver un deuxième ovni triangulaire qui venait de surgir de derrière les arbres situés au bord du lac. Il s'est mis à planer en silence à côté du premier vaisseau. Ils ont contacté l'opérateur radio de Penn, qui s'est mis à rire en disant que c'était sans doute le Père Noël. Mais les deux policiers ont rétorqué qu'ils étaient très sérieux. Pendant cette nuit, des centaines de témoins oculaires, dont 14 policiers, ont affirmé avoir vu ces étranges objets volants non identifiés. Des centaines de personnes ont présenté des dessins de la scène sans savoir ce que les autres avaient vu. De nombreux témoins, dont les agents de police qui avaient suivi l'OVNI jusqu'au lac, ont dessiné ce qu'ils avaient vu ce soir-là. Les formes triangulaires de tous les dessins sont remarquablement similaires. Pendant ces 30 dernières années, plus de 10 000 témoignages ont été recensés rien qu'en Amérique du Nord et en Europe. Des objets volants noirs, de forme triangulaire, tous répertoriés sous le nom inquiétant de triangle noir. La plupart des gens imaginent que les ovnis ont des formes de disques, qu'il s'agit de soucoupes volantes, mais dernièrement, il a plutôt été question de formes triangulaires, comme en Belgique. Ce sont les plus gros ovnis jamais recensés à l'heure actuelle. Certaines personnes disent qu'ils étaient vraiment immenses, qu'ils faisaient la taille d'un terrain de football. Certains témoins ont même précisé que ces objets étaient capables de réaliser des manœuvres très serrées en plein vol, et ce, dans le silence le plus complet. Bien souvent, il a été question d'un effet électromagnétique associé à ces appareils. Ces étranges triangles seraient-ils dus à un phénomène naturel inexpliqué? Ont-ils été conçus par l'homme ou viennent-ils d'ailleurs? Suite à l'apparition de ces triangles noirs en Belgique en novembre 1989 et à l'enquête qui en a résulté, le gouvernement a tenté de répondre publiquement à ces questions. Après ces événements, les médias se sont déchaînés. Dans la presse, les ovnis belges ont fait les gros titres. La Belgique a-t-elle eu la visite de vaisseaux extraterrestres ou s'agit-il d'autre chose? Quels que soient ces appareils, ils ont continué à revenir nuit après nuit. Dans les 4 mois qui ont suivi les événements de Eupen, plus de 500 témoignages ont été rapportés aux autorités belges. L'armée s'est intéressée de près à cette question. Elle voulait éviter de créer un mouvement de panique, mais elle n'a pas ignoré ces témoignages. Bien que les récits aient été pour le moins inhabituels, ils venaient de sources crédibles. Le nombre de témoignages a forcé l'armée belge à prendre le sujet au sérieux. L'armée de l'air belge devait réagir parce que quelque chose était entré dans son espace aérien. Elle a la responsabilité de protéger l'espace belge. Il fallait agir. L'armée de l'air belge établit donc un plan. Si les témoignages oculaires sont confirmés par le radar, l'armée enverra des avions de chasse pour intercepter l'objet. Le suspense ne durera pas très longtemps. Nous sommes le 30 mars 1990. Peu avant 23 heures, alors qu'il n'est pas en service, un policier aperçoit d'étranges lumières au-dessus de Jean Blou. Elles forment un triangle. La vague belge d'OVNI a atteint son apogée le soir du 30 mars 1990. Ce soir-là, les autorités ont reçu des appels d'habitants de différentes municipalités, dont plusieurs policiers en repos, qui ont affirmé avoir vu des lumières organisées en triangle dans le ciel. Le rapport de l'armée de l'air belge rend compte qu'à 23 heures, le contrôleur responsable de Glon a reçu l'appel d'un policier pour lui signaler d'étranges lumières dans le ciel. 15 minutes plus tard, le radar militaire situé à Glon repère un objet non identifié qui se déplace très lentement, à 46 km/h, en direction de l'ouest. Peu après, le radar du centre de contrôle de l'armée de l'air confirme la présence de l'objet à la même position. La base de Glon décide d'envoyer des avions de chasse.
Le capitaine Yves Melbergs a localisé l'OVNI. Son radar lui indique qu'il ne se trouve qu'à 7000 nautiques de sa position. Il faisait nuit, l'objet n'était pas éclairé, donc on ne voyait rien du tout. Les deux pilotes ne peuvent se fier qu'à leurs instruments. Ils se rapprochent de la cible. S'il s'agit d'un appareil étranger entré sans permission dans l'espace aérien belge, la réaction de Melbergs pourrait engendrer un incident international. Plus d'une heure après que le policier en repos a signalé un étrange appareil dans le ciel, les deux avions de chasse atteignent la cible. Le capitaine Melbergs a verrouillé la cible et est sur le point d'agir quand l'appareil semble vouloir prendre la fuite. La cible changeait rapidement de direction, d'altitude et de vitesse. L'objet évolue à des vitesses incroyables dans le radar du capitaine Melbergs. Les performances de cet appareil étaient exceptionnelles. Il passait d'une vitesse très faible à une vitesse supersonique. C'était difficile de l'intercepter. Le rapport officiel de l'armée de l'air belge stipule clairement que les pilotes avaient verrouillé la cible à 3 reprises, mais qu'à chaque fois, l'OVNI a réalisé un changement radical de trajectoire. Il est passé d'une vitesse de 280 à 1800 km/h, soit près de 2000 km/h en l'espace de quelques secondes. On est arrivé à s'approcher. Au plus près, on était à 5000 nautiques de la cible. Les pilotes ont tenté à 9 reprises d'intercepter l'intrus, mais ils n'ont jamais pu établir de contact visuel. Je ne peux parler que de ce que j'ai vu ce soir-là, c'est-à-dire d'un objet non identifié. Qu'est-ce que c'était exactement? On n'en sait toujours rien. L'armée de l'air belge, en revanche, estime avoir une preuve solide. Un enregistrement radar de l'événement qui provient du cockpit du F-16 du capitaine Melbergs. Ces enregistrements radars contiennent-ils les informations nécessaires pour découvrir ce que les pilotes avaient pris en chasse? Sur cet écran, on voit l'enregistrement radar du F-16. Le docteur Raviraj Advi est un spécialiste du traitement de données radar. On lui a demandé s'il pouvait s'agir d'un simple phénomène météorologique. Ça m'étonnerait beaucoup parce que ça ne ressemble à rien qui puisse avoir une origine naturelle. Le docteur Advi nous détaille le relevé graphique du radar. On voit ici que l'objet non identifié a descendu près de 1800 mètres et a ensuite repris de l'altitude pour à nouveau faire une chute vertigineuse et à très grande vitesse au point de manquer de s'écraser. Au même moment, on a enregistré des changements de vitesse incroyables. L'OVNI est passé de 320 km/h à 1100 km/h en moins d'une seconde. Une telle accélération défie toutes les lois de la physique. Il fait ensuite une autre chute. Il fonce en piqué vers le sol à 1800 km/h. On n'a trouvé aucun débris, mais il aurait dû s'écraser. L'accélération fulgurante enregistrée par le radar du F-16 dépasse de loin les capacités des appareils modernes. Cependant, le docteur Advi ne pense pas qu'il s'agisse d'un vaisseau extraterrestre. Je pense que c'est une fausse information créée par un système électronique dans le but de perturber le radar. Il s'agit d'un leurre de radar très sophistiqué. Ce genre de technologie est utilisé par l'armée pour créer de fausses cibles et faire croire aux ennemis qu'il y a plusieurs appareils en vol sur les radars, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Le F-16 belge de l'époque était équipé du même radar que le F-4 de la guerre du Vietnam. Bill Sweetman est un auteur spécialisé dans l'aviation et un expert en projets militaires confidentiels. Ce n'était pas un radar très performant, il résistait mal au court-circuitage et il était assez sensible aux leurres. Les radars situés au sol étaient un peu plus puissants, ils étaient branchés sur d'autres fréquences, mais les leurres les affectaient aussi. S'il s'agissait d'un court-circuitage qui a leurré le radar du F-16, alors qu'ont vu les milliers de Belges au-dessus de leur maison cette nuit-là? Certains sceptiques ont dit que c'étaient des hélicoptères à cause de leur altitude et de leur apparence. Les lumières de certains hélicoptères sont effectivement placées en triangle. Mais les récits des témoins de la scène ne correspondent pas aux caractéristiques d'un hélicoptère. Les hélicoptères sont bruyants et ces ovnis étaient silencieux et capables de filer à toute allure, contrairement aux hélicoptères.
Les nombreux témoins oculaires étaient tous certains que quel qu'ait été cet appareil, ce n'était pas un hélicoptère. Et les preuves sont formelles. Un appareil a bel et bien survolé la Belgique. Il a donc fallu se tourner vers l'officier de l'armée de l'air le plus gradé de la nation, le chef d'état-major de l'air, le colonel Wilfrid de Brouwer. Il a émis l'hypothèse qu'il devait s'agir d'une nouvelle technologie américaine. Ce rapport du département de la Défense atteste que le colonel de Brouwer s'est renseigné auprès des États-Unis au sujet de 2 appareils furtifs confidentiels. Le F-117 Nighthawk et le bombardier B-2. Ces 2 avions sont de couleur foncée et conçus en forme de triangle. Est-il possible que l'un de ces appareils soit l'objet aperçu dans le ciel par les témoins ce soir-là? On lui a répondu très clairement. Il a reçu un courrier de l'armée américaine qui stipulait que cet avion ne lui appartenait pas. Il y a toujours la possibilité que ce que les gens ont vu dans le ciel, au-dessus de la Belgique, eh bien, qu'il s'agisse d'un programme confidentiel en période de test. Il y avait beaucoup de projets classés secret défense vers la fin des années 80. Est-il possible que les États-Unis aient caché le test d'un appareil classé secret défense? Les triangles pourraient être cet avion. Cette forme a été envisagée pour des prototypes. La Belgique est située près de l'ancien front Est de la guerre froide. Cela peut également jouer. On peut vouloir tester un nouvel avion en dehors du territoire américain pour plusieurs raisons. On peut vouloir le confronter à différents systèmes de défense. On peut vouloir le faire voler près de l'ancienne Union soviétique pour voir s'il sera détecté. Mais s'il s'agit d'un appareil classé secret défense, les États-Unis ont pu vouloir nier son existence. Les Belges exigeaient des réponses. Alors le colonel de Brouwer a pris une décision sans précédent et s'est expliqué auprès des médias. L'objet, s'il y en a eu un, a accéléré à une vitesse qui était tout à fait en dehors du domaine de vol d'un avion conventionnel. C'est intéressant qu'il ait choisi de tout révéler dans une conférence de presse et de rendre ses conclusions publiques. Il a exposé toutes les données qu'il avait et il a dit très ouvertement qu'il n'avait pas trouvé d'explication. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là. On sait ce qu'il ne s'est pas passé. Ce n'était pas un phénomène météorologique, ce n'était pas un hélicoptère ou un prototype, ni rien de tout ça. C'est donc toujours un objet non identifié à ce jour. Après le 31 mars, de moins en moins d'apparitions de triangles sont signalées. La vague belge d'OVNI prend fin. Cependant, 3 ans plus tard, un nouvel incident se produit. Cette fois, c'est l'espace aérien britannique qui est violé. Nous sommes à Cosford, en Angleterre, le 31 mars 1993. 3 ans jour pour jour après l'apparition des mystérieux triangles noirs au-dessus de la Belgique. À environ 230 km au nord de Londres, 2 policiers militaires patrouillent sur la base de la Royal Air Force de Cosford. Les 2 policiers militaires ont arrêté leur voiture. Ils sont descendus et ont regardé au-dessus de leur tête. Ils ont vu 2 lumières blanches très vives, mais ils ont été incapables de savoir s'il s'agissait de 2 objets séparés ou si les lumières étaient fixées sur un plus gros appareil. Cet étrange objet ne fait aucun bruit. Les 2 caporaux rentrent immédiatement à la base pour écrire un rapport. Le rapport écrit par les caporaux sera le premier récit des étranges événements de cette nuit. Ces événements seront par la suite connus sous le nom de l'incident de Cosford. Nous sommes sur la base de Cosford, où l'OVNI a été vu. En 1993, Nick Pope faisait partie de l'unité d'enquête sur les ovnis au sein du ministère de la Défense britannique. Je devais enquêter sur les signalements d'OVNI rapportés au ministère pour vérifier s'il s'agissait ou non de menaces pour le Royaume-Uni. Voici le rapport officiel de Pope au ministère de la Défense.
Il expose la vague d'apparitions d'OVNI la plus prolifique de toute l'histoire britannique. L'événement de Cosford a véritablement marqué le point de départ d'une enquête qui allait ensuite inclure des douzaines d'autres récits, parmi lesquels des descriptions de grands appareils triangulaires. Les témoignages en question ne viennent pas que de militaires. 10 minutes après l'apparition au-dessus de Cosford, un OVNI est aperçu à une trentaine de kilomètres au nord-est de la base. Une famille a vu l'OVNI au-dessus de la ville de Rugeley. Elle est remontée en voiture et elle a essayé de suivre cette chose. L'un des membres de la famille a dit qu'il s'agissait d'un gros appareil qui les survolait. L'appareil émettait un petit bourdonnement. Et il volait tellement bas qu'ils ont pensé qu'il allait se poser dans le champ voisin, situé à Hazelside. Mais ils n'y ont rien trouvé. La police militaire a affirmé qu'aucun appareil militaire ou civil n'avait survolé la zone. Ça aurait expliqué ce que les gens ont vu. Ce n'était pas une simple apparition d'OVNI, c'était un problème de sécurité nationale. Alors que la police militaire de Cosford surveille la base, à une trentaine de kilomètres de là, sur une autre base militaire, celle de Shawbury, l'officier en service responsable de la météo aperçoit ce qui semble être le même objet volant non identifié. Le météorologue m'a décrit la façon dont il avait vu cet OVNI voler lentement en direction de la base pour ensuite la survoler complètement. Il m'a parlé d'un appareil énorme, de forme triangulaire. Il a entendu un bourdonnement à basse fréquence émaner de cet objet et il l'a senti résonner dans son corps. Il m'a dit que ça lui avait procuré une sensation très déconcertante. Il a ensuite vu un rayon de lumière très fin sortir de l'appareil. Le faisceau a parcouru à plusieurs reprises les champs qui entourent la base militaire, comme si il cherchait quelque chose. Et quelques minutes plus tard, le rayon lumineux s'est éteint. L'OVNI est alors parti à une vitesse bien supérieure à celle des avions militaires. Et cet officier m'a dit « Je vois des avions de chasse toute la journée, mais je n'avais encore jamais vu un engin aussi rapide. » Dans les jours qui ont suivi, Nick Pope a interrogé des douzaines de témoins. Il se rend rapidement compte qu'il ne s'agit pas d'un cas ordinaire. Les récits étaient très cohérents les uns avec les autres. Tout le monde m'a parlé d'un très grand ovni de forme triangulaire. Plusieurs m'ont dit qu'il avançait très lentement, voire qu'il planait, pour ensuite repartir à une vitesse incroyable. En l'espace de 8 heures, plus de 200 personnes du sud de l'Angleterre ont aperçu l'OVNI. C'était un vrai problème. Un appareil inconnu avait pénétré dans notre espace aérien sans qu'on le sache et avait survolé 2 de nos bases. On était vulnérables. Nick Pope et ses collègues du ministère de la Défense ont rapidement analysé les informations reçues pour découvrir ce qui était entré dans l'espace aérien. On a éliminé une à une les choses que les gens auraient pu ne pas reconnaître. Les étoiles très brillantes, les planètes, des satellites, des météores, les lumières des avions de ligne, les montgolfières. Plus on éliminait ce genre de possibilités, plus cette affaire devenait mystérieuse et intrigante. Mes collègues et moi-même, qui sommes tous de nature très sceptique et rationnelle, avons commencé à nous dire qu'il se passait quelque chose de très bizarre. Après un mois de recherche, l'équipe de Pope est convaincue que les témoins de la scène n'ont pas vu de simple lumière, mais qu'il s'agissait bien d'un objet physique. Je n'ai aucun doute. L'objet était bel et bien réel. Un énorme appareil a survolé le Royaume-Uni ce soir-là. Bien qu'il soit arrivé à cette conclusion, l'origine et la nature de cet appareil restent un mystère. On a pensé à un prototype secret ou à un drone. À l'instar de l'armée belge,
les Britanniques ont demandé au gouvernement des États-Unis si cet imposant appareil triangulaire capable de planer leur appartenait. Ils ont obtenu la même réponse. Les Américains nous ont répondu qu'ils ne possédaient aucun appareil de ce type et qu'aucun vol d'essai n'avait été effectué au-dessus du Royaume-Uni. Mais le doute persiste. Alors Pope se tourne vers la CIA et d'autres agences de défense américaines pour éclaircir cette affaire. Le secrétaire de la Défense des États-Unis aurait répondu, sur le ton d'une extrême colère, « Si on vous dit que cet appareil n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas. On a dû réagir vite pour éviter que la situation ne s'envenime avec notre plus grand allié. » Puisque son enquête est au point mort, Nick Pope ne peut que se demander ce que cet objet non identifié était en réalité. Je n'ai aucune explication réaliste. S'il ne s'agit pas d'un prototype militaire classé secret défense, dont la technologie serait en avance de plusieurs décennies sur tout ce qu'on connaît, j'avoue que je ne sais pas ce que ça peut être. À ce jour, l'incident de Cosford reste inexpliqué. Je ne peux pas exclure la possibilité qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. Les chercheurs des gouvernements belges et britanniques n'ont jamais réussi à définir l'origine des triangles noirs. Et sans information précise, le mystère de leurs apparitions reste entier. Pourtant, 7 ans plus tard, ils sont revenus. Nous sommes le 5 janvier 2000, dans le comté de Saint-Clair, dans l'Illinois. L'agent de police Ed Barton effectue sa patrouille de nuit lorsqu'il reçoit un appel radio. Ici le commissariat d'Highland. Au moment de l'appel, Ed Barton roule vers le sud, sur la route principale qui mène à la petite ville de Lebanon. Voici le véritable enregistrement de l'appel. Un camionneur vient de passer. Il dit qu'il y a un objet volant dans le secteur de Lebanon. Le rapport de police détaille minute par minute l'un des récits les plus complets d'apparitions d'objets volants non identifiés. Il est vraiment très rare d'avoir des documents officiels qui détaillent les apparitions d'OVNI. David Marler est un journaliste qui fait partie du MUFON, la plus grande organisation d'études des ovnis en Amérique du Nord. En 2000, c'est Marler qui était en charge de cette affaire. Au début des enregistrements, le ton est léger et blagueur. C'était grand comme une maison de 2 étages, avec des lumières blanches et des lumières rouges qui clignotaient. Vous pouvez aller voir? Si je le vois, j'en parlerai pas. L'agent de police n'y croyait pas du tout, jusqu'au moment où il a vu des lumières bouger vers l'est. De plus près, il a pu voir que les lumières étaient fixées à un énorme objet triangulaire qui volait bas. Il y a bien une lumière blanche très vive à l'est de la ville. Je vais aller voir si c'est un avion, mais j'ai pas l'impression que ça en soit un. J'ai parlé avec l'agent Ed Barton dans le cadre de mon enquête. Voici le récit des événements tels que Ed Barton les a racontés à David Marler quelques jours plus tard. Il y raconte avoir vu l'objet planer à 300 mètres, quasiment au-dessus de sa tête. L'agent Barton m'a dit que tous les avions qu'il avait vus, ou dont il avait entendu parler, font du bruit. Or, cet appareil était silencieux. Après plusieurs minutes d'immobilité, l'objet volant a pivoté et a filé à toute allure vers le sud-ouest. Barton se dit qu'il s'agit peut-être d'un prototype militaire. Pourriez-vous demander à la base aérienne de Scott si c'est leur avion? La base aérienne de Scott n'est située qu'à 5 km. L'agent Barton pense donc que l'OVNI pourrait être un appareil militaire. Il se dirige maintenant vers l'ouest. Il ne devrait plus être bien loin de Scott à l'heure actuelle. Si l'agent de Shiloh lève les yeux, il devrait le voir. Le village de Shiloh se trouve juste à côté de la base aérienne de Scott. À 4h24 du matin, l'agent David Martin du commissariat de Shiloh répond à l'appel de Barton. Je vois quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Juste après avoir localisé l'appareil qui progressait à faible allure, celui-ci s'est propulsé à toute vitesse vers l'horizon. 15 minutes plus tard, aux abords du village de Millstadt, l'agent Craig Stevens l'aperçoit. Ici le matricule 6004. Je vous écoute.
J'ai également l'objet en visuel. Vous plaisantez? C'est énorme. Très bien, 6004. Il est... comment le décririez-vous? Il a une forme de V. L'agent Craig Stevens parvient à prendre une photo avant que l'objet non identifié ne disparaisse. Malheureusement, il fait tellement froid que la photo instantanée sort mal. Bien qu'on aperçoive des lumières sur le cliché, il n'y a pas assez de détails pour identifier l'appareil. Stevens a encore l'image bien en tête. Il décide de rentrer au commissariat pour faire ses croquis qu'il remettra à David Marler. La forme signalée de l'objet est une nouvelle fois triangulaire. 23 minutes plus tard, un quatrième agent de police signale la présence de l'objet. Si l'on marque sur une carte les lieux où l'OVNI a été aperçu, il est possible d'établir son itinéraire. Il a parcouru 60 km en l'espace d'une heure. Il est rare d'avoir la preuve d'un déplacement d'OVNI. L'OVNI d'Island, comme il sera appelé, fait les gros titres dans tout le pays. Comme les Belges et les Britanniques avant lui, Marler commence par le début. J'ai voulu savoir si l'armée n'avait pas testé un appareil expérimental dans le secteur. L'OVNI a été vu près d'une base militaire, donc c'était une question légitime. L'itinéraire estimé de l'objet non identifié indique qu'il serait passé à 3 km de la base aérienne de Scott. Cette proximité n'aura pas échappé au radar. Mais la police et l'armée refusent tout commentaire. David Marler décide donc d'aller plus loin dans son enquête. J'ai envoyé une requête au nom du droit de la liberté d'information auprès de la base de Scott et on m'a répondu. Dans une lettre datée du 19 janvier 2000, soit 2 semaines après l'apparition, le commandant de la base de Scott répond aux questions de Marler. Il m'a répondu qu'il n'avait envoyé aucun appareil militaire dans cette zone, qu'il n'avait fait tester aucun véhicule à cet endroit à l'heure indiquée. Quant à la requête de Marler de voir les informations recueillies par leur radar, la réponse est surprenante. Il m'a écrit qu'à l'heure du passage de l'OVNI, les radars n'étaient pas en service. C'est un vrai retournement de situation, d'autant que la preuve radar aurait validé la présence de l'OVNI. Mais cela n'arrête pas l'enquête de Marler. Il veut toujours savoir ce que les 4 agents de police ont observé dans le ciel. Au début, je pensais à un appareil militaire. C'était l'explication la plus logique. Mais quand on regarde les témoignages reçus, on trouve des dessins d'objets triangulaires. Et les ressemblances avec les cas de Belgique ou de Cosford sont frappantes. Il faut donc analyser les informations en se disant que tous ces témoins ont finalement décrit des objets similaires, voire le même objet. Bill Sweetman fait aussi un lien entre ces objets. Il est probable qu'il existe des avions classés secret défense qui correspondraient à certaines des descriptions faites des triangles noirs. C'était peut-être ces avions qu'on a vus à Cosford ou en Belgique. Mais on ne sait absolument rien des projets confidentiels. La plupart des objets confidentiels testés dans les années 80 et 90 n'ont pas été rendus publics. Vous savez, je pense que des dizaines de programmes sont arrivés au stade de vol d'essai depuis toutes ces années. Parmi ces programmes, seuls 2 ou 3 ont été rendus publics. Donc, on n'est au courant que de 10% de ce qu'il se passe. Ces triangles noirs observés dans les années 80 et 90 pourraient-ils alors être des projets ultra confidentiels jamais rendus publics? Marler se penche sur le passé pour éclairer le présent. Y a-t-il une information dans les dossiers rendus publics qui pourrait faire la lumière sur le mystère des triangles noirs? Quand on s'est penché sur les récits d'apparitions d'OVNI triangulaires, je savais que certains dateraient de dizaines d'années, mais j'étais loin du compte. Pour ses études d'OVNI, Marler s'appuie sur l'armée de l'air. Entre 1947 et 1969, l'armée de l'air des États-Unis a enquêté sur des milliers d'OVNI. Tout commence avec le projet Sign, qui sera suivi du projet Grudge. L'affaire sera officiellement connue sous le nom de projet Blue Book en 1952. Ces 3 projets représentent la plus vaste étude scientifique d'objets volants non identifiés jamais entreprise. C'était un recueil de plus de 12 000 comptes rendus que l'armée avait rassemblés et analysés.
L'armée de l'air des États-Unis est en alerte constante toute la journée. On s'intéresse à tout ce qui vole dans notre atmosphère. Les objectifs du projet Blue Book sont d'analyser les informations relatives aux ovnis et de déterminer s'ils représentent une menace à la sécurité du pays. Plus de 12 000 comptes rendus sont analysés et ils seront presque tous expliqués par la présence d'oiseaux, d'avions, d'étoiles ou de nuages. 6% d'entre eux n'ont aucune explication conventionnelle. L'armée les classera comme étant non identifiés. L'une de ces affaires est connue sous le nom d'incident 398. Il s'agit de l'apparition d'un ovni triangulaire à Baltimore, le 29 juin 1949. Le premier témoin a été un étudiant en art. Il avait été sergent dans l'armée de l'air américaine. C'était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, donc il s'y connaissait en avion. À 18h30, le témoin voit quelque chose d'étrange voler dans les nuages. Il se dit que ce sont peut-être des avions, mais il n'en a jamais vu de semblable pendant la guerre. Il n'a pas vu ni deux, ni trois, mais tout un groupe d'ovnis triangulaires voler en pleine journée. Ils restaient groupés tel un essaim. Ils allaient et venaient dans les nuages. Dans le dossier du projet Blue Book, il a déclaré: il y avait 15 ou 20 objets en forme de V qui volaient en formation circulaire. Il semblait ne pas avoir de moteur, de train d'atterrissage, ni aucun autre outil habituel pour les avions. Ils étaient noirs, apparemment faciles à manœuvrer et pouvaient se déplacer à une vitesse fulgurante. Ces ovnis présentaient des caractéristiques de vol inhabituelles, puisqu'ils allaient et venaient dans les nuages. Pendant 2 heures, l'ancien soldat et ses voisins observent ces objets volants. Ils ont été incapables de les compter, étant donné qu'ils s'agitaient comme des abeilles. Mais ils ont pu voir qu'ils étaient triangulaires. Puisqu'il est étudiant en art, le témoin s'empresse de dessiner ce qu'il a vu. Il prend soin d'insister sur la forme de l'appareil non identifié, celle d'un triangle. Il contacte ensuite l'armée de l'air des États-Unis pour signaler cette étrange observation. Il dit avoir souvent observé des avions en vol depuis une certaine distance ainsi que des oiseaux, mais qu'il n'avait encore jamais rien vu de tel de toute sa vie. Voici le véritable dessin réalisé par le témoin. L'armée s'aperçoit que ces objets n'ont pas été détectés par ses radars, ni par aucun des pilotes qui volaient dans les environs. Merci bien. S'il ne s'agit ni d'oiseaux, ni d'avions conventionnels, de quoi s'agit-il? Quand on étudie des éléments qui datent de 1949, on sait parfaitement ce qui était à la pointe du progrès à l'époque, puisque tout a été rendu public. Et effectivement, il y a bien un programme classé secret défense pendant cette période qui correspondrait à ces observations. Le bombardier Northrop YB-49, aussi appelé aile volante, serait-il cet avion qui a été aperçu? En 1949, l'entreprise Northrop travaillait sur la forme du Flying Wing. C'était un avion incroyable pour l'époque, et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, Bill Sweetman doute fortement que les témoins de Baltimore aient vu cet avion dans le ciel ce jour-là. Le Flying Wing était difficile à manœuvrer. En cas de changement brusque, c'était le crash assuré. Il fallait le piloter délicatement. Et si les gens affirment avoir vu plusieurs Flying Wings voler ensemble dans les années 40 ou 50, c'est tout simplement impossible. Il en existait peu. Si ce n'était pas des Flying Wings, alors qu'ont bien pu voir tous les témoins? Dans le compte-rendu officiel des autorités militaires, il n'y a aucune explication qui tente de justifier cette apparition. D'après moi, on ne trouvera jamais d'explication rationnelle. L'affaire de Baltimore fait partie des nombreuses enquêtes secrètes menées par l'armée de l'air américaine au sujet des triangles noirs dans les années 40 et 50. Il est question d'un autre cas d'ovni triangulaire dans le projet Blue Book. Il a eu lieu le 28 janvier 1953. Voici le rapport interne de l'armée de l'air des États-Unis, signé par le commandant de la base aérienne de Turner, située à Albany, en Géorgie. À 21h35, un pilote de l'armée de l'air survole les environs d'Albany dans son T-34.
C'est un officier chevronné, fort de 11 années d'expérience et de plus de 3000 heures de vol à son actif. Pendant son vol de routine, il repère quelque chose d'étrange à l'horizon. Il s'est dit, si je prends de l'altitude et que la cible devient plus grande, c'est qu'elle se trouve dans l'atmosphère, donc je pourrai l'identifier. Sinon, c'est une étoile ou une planète. Mais en un clin d'œil, la lumière qui se trouvait au-dessus de lui s'est retrouvée en dessous de lui. Ce n'était donc ni un satellite, ni une planète. Dans le dossier du projet Blue Book, le pilote déclare que l'objet changeait constamment de couleur. Il passait de blanc à orange et inversement. Pour ajouter à la bizarrerie de la scène, l'objet se serait transformé en triangle équilatéral, pour ensuite se diviser en 2 triangles équilatéraux. Et tous deux sont partis dans des directions opposées. Bill Sweetman, l'expert en aviation, a une explication très simple pour cette scène étrange. Vous savez, pour les pilotes de chasse de Géorgie dans les années 50, c'est un univers très nouveau. Ils ont tout à apprendre sur les avions de chasse. Ils découvrent la vitesse, la solitude dans le ciel en pleine nuit et les radars très basiques. On comprend facilement que certains puissent s'y perdre dans ces conditions difficiles. Mais les preuves recueillies dans cette affaire suggèrent autre chose. Dans le projet Blue Book, on découvre qu'à l'heure où le pilote a vu cet objet, l'aéroport d'Albany l'avait également sur son radar. Ainsi, il ne s'agirait donc pas d'une hallucination. Malgré la présence de l'objet sur le radar, l'armée de l'air arrive à une conclusion qui surprend David Marler. La conclusion de l'affaire d'Albany est qu'il s'agissait de la planète Vénus. C'est difficile à croire dans la mesure où le pilote aurait réussi à voir Vénus en dessous de son avion. Je ne suis pas toujours d'accord avec les explications de l'armée quant aux ovnis, mais les rapports de ces événements sont irréprochables. Quand on étudie les informations, la cohérence des témoignages reçus et les données des radars, on comprend que ces objets sont réels. Il ne s'agit ni d'hallucinations ni de dérèglements atmosphériques. Il est question d'une réalité tangible sur laquelle il faut faire des recherches. Entre les observations faites en Belgique, en Angleterre ou aux États-Unis et les récits des années 40 ou 50 que David Marler a découverts, il semblerait que le phénomène des triangles noirs ait débuté il y a plusieurs décennies. Et les recherches de Marler lui font encore remonter le temps. Alors que j'étudiais les archives d'articles de journaux, je tombais sur des affaires de plus en plus anciennes, jusqu'à trouver un cas d'OVNI qui date de la fin du 19e siècle. Le mystère de ces triangles s'est alors épaissi. Les journaux scientifiques les plus prestigieux du 19e siècle relatent des observations d'étranges objets triangulaires dans le ciel. Alors qu'il faudra plusieurs décennies avant que les avions voient le jour. Le récit le plus ancien que j'ai trouvé date de 1882 et apparu dans le Scientific American. Nous sommes le 3 juillet 1882 à Lebanon, dans le Connecticut. 2 astronomes observent la Lune quand ils aperçoivent quelque chose d'étrange. Les ovnis en question ont été vus se déplaçant sur la surface de la Lune par des astronomes. Ils ont décrit non pas un, mais 2 objets triangulaires qui avançaient vers la surface lunaire. Dans leur compte-rendu, les astronomes affirment avoir vu 2 formes triangulaires de couleur noire sur la moitié inférieure de la Lune qui se rapprochaient l'une de l'autre et qui masquaient près d'un quart de la surface de la Lune. Cependant, ils n'offrent aucune explication quant à la nature de ces objets triangulaires. Il s'agit de l'un des premiers récits d'observation d'ovnis triangulaires. Il a eu lieu plus de 2 décennies avant que l'homme n'ait volé en avion pour la première fois. Et ce n'est pas le seul récit. Dans le journal scientifique Nature, un auteur affirme avoir vu une silhouette sombre, immobilisée dans le ciel.
Elle a la forme d'un éventail et est restée sur place pendant plus d'une demi-heure. Marler découvre des récits venus des quatre coins du monde. Des récits de triangles volants capables de s'autodiriger et de monter haut dans les nuages. Les descriptions des triangles noirs datant du 19e siècle sont similaires à celles de notre époque. Est-il question de la même chose? On trouve des affaires du 19e siècle, des années 40, 80 ou 2011, et elles concordent. Comme si la technologie de ces appareils n'évoluait pas contrairement à la technologie humaine. Quand on étudie le domaine de l'aviation sur les 60 dernières années, on constate l'avancée de la technologie. Ce n'est pas le cas chez ces ovnis triangulaires. Les recherches de Marler lui ont donné le courage de proposer une théorie très controversée. J'ai tendance à penser que certains, et j'insiste bien sur le mot certains, de ces ovnis triangulaires pourraient être d'origine extraterrestre. Pour Leslie Kean, il n'y a que deux explications possibles à ces triangles noirs. Il ne reste que deux solutions. Soit il s'agit d'une technologie de pointe ultra secrète qu'un pays a développée, bien que ce soit peu probable, soit il s'agit d'une technologie extraterrestre. Bill Sweetman pense que l'explication de ces phénomènes est bien plus simple. L'explication la plus plausible pour ces observations d'objets volants non identifiés, c'est que les gens qui ont témoigné ont vu quelque chose qui n'était pas vraiment là. Je ne dis pas que ces gens délirent ou qu'ils sont fous, mais qu'ils sont de mauvais témoins oculaires. Cependant, alors que même l'armée a officiellement classé 700 cas comme non identifiés dans le projet Blue Book, il paraît évident que le mystère des ovnis n'est pas près d'être résolu. En tant que chercheur, je continue ma quête d'informations dans l'espoir de trouver des réponses. Une affaire d'ovni non résolue, c'est comme un crime non résolu. Je doute qu'on trouve jamais la véritable explication, mais bien sûr, j'espère qu'on aura de nouvelles informations et qu'on résoudra un jour ce mystère. Toutes sortes de documents officiels attestent que ces ovnis triangulaires sont observés depuis des décennies, voire des siècles. Les témoins se sont-ils trompés? S'agit-il d'avions militaires classés secret défense? Ou s'agit-il d'appareils venus d'un autre monde? L'affaire des triangles noirs reste donc un mystère.